Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette escapade au long cours à la ville de San Francisco. Alors, je pense que beaucoup parmi vous connaissent déjà la ville de San Francisco, ou si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous en avez beaucoup entendu parler. C'est une ville qui rayonne un petit peu dans le monde entier par son histoire, par ses caractéristiques, je dirais, sa douceur de vivre, son emplacement également. C'est une ville qui est connue dans le monde entier. Pour certains, San Francisco fait partie des plus belles villes au monde. Je vous avouerai que ça peut parfois sembler un petit peu exagéré, mais moi je partage cette opinion parce que vous allez voir que cette ville a énormément de charme. Et puis surtout pour une ville américaine, eh bien c'est peut-être l'une des villes les plus européennes d'Amérique du Nord parce que eh bien on a des quartiers résidentiels, on peut marcher à pied, on a des petits magasins, on peut prendre un café en terrasse. Tout ce que nous apprécions en Europe, en France en particulier, eh bien on le retrouve à San Francisco. Alors, je vais vous faire une petite présentation, d'abord un petit peu historique, et puis ensuite on détaillera un petit peu différents quartiers de la ville de San Francisco pour justement faire cette présentation un peu sous forme de balade à l'intérieur de la ville. Donc, voici ici une vue aérienne, enfin une vue par satellite même, de la côte californienne et de l'emplacement de la ville de San Francisco, qui, vous le voyez, est située donc sur cette péninsule qui rejoint un autre petit bout de terre dans la partie nord. Et ces deux bouts de terre, en fait, ferment la baie de San Francisco, que vous voyez qui s'étale donc sur la partie droite. La baie de San Francisco, elle est très importante. Elle mesure environ 80 km de long sur une trentaine de kilomètres de large. Même si tout le monde n'est pas d'accord sur les mesures, parce que vous voyez que la côte n'est pas non plus rectiligne, qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de marécages. La côte a été très travaillée, très utilisée au cours du temps. Donc, elle n'a pas la même largeur du nord au milieu et vers le sud. Mais bon, en gros, on va dire quand même que la baie est très importante. Et du coup, l'implantation de San Francisco, qui s'est faite au bout de cette petite péninsule, est complétée par tout un ensemble périurbain que l'on trouve de l'autre côté de la baie, avec la fameuse ville d'Oakland, qui est reliée à San Francisco par le pont du Bay Bridge, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, cette ville de San Francisco, du coup, on la connaît beaucoup, mais en réalité, en termes d'habitants, San Francisco est relativement réduit. Si on la compare à sa grande voisine Los Angeles dans la Californie du Sud, ici, nous avons à peu près 750 000 habitants, pas plus, alors que Los Angeles est une ville qui dépasse les 10 millions d'habitants avec sa partie périurbaine. Donc, on est vraiment sur un petit bout de terre qui a été occupé et où la population s'est en fait condensée sur ce petit bout de terre. On a seulement 125 km², donc c'est vraiment un tout petit espace, ce qui d'ailleurs à l'heure actuelle est un problème pour la ville de San Francisco, qui n'a pas d'autre possibilité que d'aller vers le sud pour étendre l'agglomération, puisqu'elle ne peut plus aller ni vers le nord, ni vers l'est, ni vers l'ouest. Donc la baie de San Francisco, en fait, et tous les environs sont restés en fait inhabités pendant très longtemps. Alors inhabité n'est pas tout à fait le terme, puisqu'il y avait des Amérindiens qui occupaient cette côte californienne. On avait les Yuma qui habitaient à proximité de ce qui est maintenant San Francisco. Mais pour les Occidentaux, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps avant de découvrir cette magnifique baie et l'environnement tout autour. En réalité, la découverte de cette région va se faire bien sûr par les Espagnols, puisque vous savez que tout ce territoire de l'Ouest américain est en fait un territoire qui appartenait à la couronne d'Espagne. La couronne d'Espagne, après la conquête du Mexique, en fait, a un territoire qui regroupe le Texas jusqu'à la Californie, en passant par le Colorado, l'Utah et la moitié du Wyoming. Donc, toute cette partie ouest du territoire maintenant américain appartenait à la couronne espagnole. Donc, ce sont les Espagnols qui vont commencer à s'intéresser à cette terre californienne et ils vont commencer à s'y intéresser
intéressé à travers la découverte de l'embouchure du Colorado dans la mer de Cortés. On a en 1539 Francisco de Ulloa qui va réaliser une navigation dans cette mer de Cortés et qui est le premier en fait à remonter cette côte californienne et ce qu'on appelle à l'heure actuelle la Baja California, c'est-à-dire donc la basse Californie. C'est de là, pense-t-on, que viendrait le terme de Californie. Francisco de Ulloa ne fait que longer en fait les côtes et on va donner à cette terre le nom de California en l'honneur de la reine Khalifa qui aurait régné sur ces territoires. Mais on est là dans une mythologie qui n'a aucun point d'appui d'un point de vue historique, mais surtout, on pense qu'en fait, la Californie est une île, parce que ces petits bras de Basse-Californie donnent effectivement l'impression que toute la terre qu'il va y avoir vers le nord, eh bien, en fait, se poursuit sous forme d'île. Et cette idée va rester très implantée dans l'esprit des Américains pendant très longtemps. Au XVIe siècle, les galions qui reviennent de Philippines longent en fait toute la côte de Californie depuis le nord, mais ils vont passer encore une fois très au large de celle-ci, si bien qu'on ne repère pas les différentes baies, ni la baie de Monterrey, ni la baie de San Francisco, et on ne repère en fait pas grand-chose de la côte même de la Californie. Le premier à vraiment mettre un pied sur ce territoire, c'est Juan Rodríguez Cabrillo, qui cherche lui un passage qu'on appelle à l'époque le passage d'Anian ou le passage du Nord-Ouest, un passage qui permettrait de couper et de rejoindre en fait l'océan Pacifique avec l'océan Atlantique. Et lui va débarquer à l'emplacement actuel de la ville de San Diego et il va prendre possession de ce territoire au nom de la couronne d'Espagne. Il va vouloir monter plus haut, mais malheureusement, il va décéder pendant cette expédition et ne réalisera pas son projet. Il faudra attendre 1601 pour que Sébastien Vizcaíno, que vous voyez ici à droite, lui reprenne l'exploration de la côte californienne. Il va découvrir la baie de Monterrey, mais il ne va pas voir la baie de San Francisco. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que tous les explorateurs pendant le XVIe siècle et même au début du XVIIe, il y aura plein d'expéditions qui vont se succéder, mais aucune expédition ne va voir la baie de San Francisco. Pour une bonne et simple raison, c'est que la baie de San Francisco, eh bien, elle est dans le brouillard. Et le brouillard, eh bien, on empêche de voir l'intérieur de la baie. Vous allez voir que ce brouillard à San Francisco, eh bien, ça fait partie de la ville. Le brouillard de San Francisco est aussi célèbre que la ville elle-même. On dit même qu'on ne connaît pas San Francisco si on ne l'a pas vu sous le brouillard, c'est pour vous dire. En tous les cas, ce fameux brouillard va empêcher les explorateurs de voir la baie de San Francisco. En fait, à l'époque, les Espagnols ne s'intéressent que très moyennement à ce territoire, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de richesse, que c'est trop loin, que ce sont des contrées sauvages, encore donc inexplorées, et qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se lancer dans ce genre d'expédition. Ce n'est que lorsque les Russes qui viennent d'Alaska menacent de s'installer sur ce territoire que les Espagnols vont réagir. En fait, les Russes, ce qui les intéresse, c'est pas tellement la terre en elle-même, cette côte pacifique. Ce qui les intéresse, ce sont les loutres dont ils font la chasse pour exploiter justement la fourrure qui se vend à prix d'or sur les marchés asiatiques. Et donc, comme ils ont déjà écumé toute la partie de l'Alaska, les Russes sont obligés de descendre un petit peu plus bas pour aller trouver d'autres réunion de loutres et pouvoir donc continuer à chasser. Et c'est devant cette menace russe que les Espagnols vont se décider à asseoir leur domination sur cette terre et ils vont le faire à travers les religieux. Le père le plus connu, qui est un père franciscain, qui s'appelle Junipero Serra, dont vous voyez ici la photo, il a sa statue que vous voyez à gauche dans le parc du Golden Gate. Junipero Serra, en 1769, va être mandaté par la couronne d'Espagne pour implanter tout le long de ce territoire différentes missions, avec bien sûr le but, l'objectif, c'est d'évangéliser les Indiens qui occupent cette terre. Et à l'époque, quand on construisait une mission, à côté, on construisait ce qu'on appelait un fort, un presidio, qui était chargé de défendre et de garder justement la mission contre les attaques des Indiens. Donc, la tactique, en fait, c'est d'envoyer des pères franciscains avec des militaires
prendre possession de ce territoire et installer tout le long du chemin différentes missions. Ça va commencer à San Diego et on va remonter comme ça tout le long de la côte jusqu'à San Francisco. San Francisco sera la 6e mission construite en 1776, mais il y en aura en tout jusqu'à 20 missions qui vont jalonner toute la terre de Californie. Et donc, l'idée, c'était de convaincre les Indiens de venir vivre dans les missions, de travailler dans les missions et d'être donc évangélisés à travers ces pères franciscains. Et les militaires, bien sûr, étaient là pour assurer la sécurité. C'est pour cela qu'à San Francisco, maintenant, eh bien, on trouve la mission donc qui a été construite en 1776, qui est vraiment, on va dire, la date de naissance de la ville. Et à l'époque, en fait, cet emplacement, cette petite péninsule que je viens de vous montrer, on va l'appeler Yerba Buena. Yerba Buena parce qu'on a de la menthe sauvage dans la région. Et donc, on va appeler ce lieu le lieu de la menthe sauvage de Yerba Buena. Et cette petite mission, vous voyez ici le bâtiment blanc au premier plan, eh bien, c'est la mission donc d'origine, alors qui a été retravaillée depuis et réaménagée, mais enfin, c'est voilà, comme ça qu'était construite la mission. Celle que vous avez derrière l'église date du 19e siècle. Et est un rajout donc postérieur. Et la mission à l'intérieur, eh bien, on va retrouver le style colonial espagnol avec de très jolis rétables recouverts à la feuille d'or, avec un plafond à caisson et d'autres rétables aussi le long des murs. Donc, on a vraiment l'impression, quand on rentre dans cette mission, de se trouver devant des églises espagnoles comme on peut les trouver au Mexique ou en Amérique du Sud. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et à l'époque, eh bien, on a sur les 9 premières missions qui ont été construites, environ 4600 Indiens et 38 pères franciscains qui sont implantés là pour occuper le territoire. Mais vous vous rendez bien compte que cette occupation, elle est vraiment très, très mince. Et peu propice non plus à pouvoir se défendre contre une éventuelle invasion russe. Et puis, il n'y a pas que les Russes qui s'intéressent à cette terre. On a aussi les Anglais qui, eux, le long de la côte canadienne et nord-américaine, cherchent justement ce fameux passage du nord-ouest qui leur permettrait de rallier l'Atlantique. Donc, on a beaucoup de gens qui circulent. Nous, les Français, on est aussi venus dans cette région avec Jean-François de Galaup, comte de la Pérouse, qui en 1786 va reconnaître également ce territoire et qui conseille d'ailleurs à l'époque, Louis XVI, de prendre possession de cette terre, de s'imposer sur cette terre. Mais bon, Louis XVI, il a d'autres préoccupations, il n'est pas très motivé par cette idée-là et il ne va pas suivre les instructions de la Pérouse. En tous les cas, cette implantation, donc, elle va durer jusqu'à l'indépendance mexicaine. Et en 1821, lorsque le Mexique prend son indépendance, eh bien, le Mexique va reprendre en fait la gestion de ces territoires. Et là, par contre, on va y nommer un gouverneur, on va nommer tout un establishment local pour marquer justement cette implantation mexicaine. Et là, pour lutter vraiment contre les premiers anglo-saxons de la côte est américaine, qui commence à lorgner sérieusement vers ces territoires de l'Ouest. D'ailleurs, donc, on a la guerre qui éclatera plus tard entre le Mexique et les États-Unis et la jeune République des États-Unis pour la possession de ces territoires de l'Ouest. Et vous savez bien sûr que ce sont les Américains qui vont gagner et que tous ces territoires vont passer dans l'escarcelle des Américains, aux grandes dames des Mexicains qui vont jamais s'en remettre. Du coup, eh bien, on a alors voilà ici une photo du présidium actuel de San Francisco qui va passer à partir des années 40 dans les mains des militaires américains, qui vont en faire une base navale, une base militaire américaine, et les bâtiments que vous voyez rouges et blancs appartenaient donc aux militaires américains. En fait, cette base à l'heure actuelle n'existe plus et les bâtiments ont été récupérés par la mairie de San Francisco qui veut en faire un parc. Bon, il y a beaucoup de projets qui ont été développés autour de l'utilisation du Presidio. C'est pas encore complètement défini. En tous les cas, pour en revenir à notre jeune république mexicaine, eh bien, la garnison
garnison mexicaine qui est présente à l'emplacement de Monterrey, parce que c'est cette petite ville du sud de San Francisco qui sera justement la capitale officielle de ce territoire. À Monterrey, eh bien, au moment de l'arrivée justement des anglo-saxons, eh bien, il y a une espèce de menace qui plane en fait sur tous les anglo-saxons qui sont déjà présents là, qui sont souvent des trappeurs, qui sont des explorateurs, des aventuriers, qui ont élu domicile ici en Californie, qui se sont placés sous la gouvernance mexicaine, mais qui sont effectivement de racines anglo-saxonnes. Et donc, au moment où la guerre éclate entre les États-Unis et le Mexique, eh bien, les anglo-saxons qui sont présents en Californie ont très peur que les Mexicains se vengent sur eux, et donc ils vont se rebeller contre l'autorité mexicaine, et ils vont, en l'espace de quelques semaines, dresser un nouveau drapeau, qui est celui que vous voyez ici. Ils vont proclamer l'indépendance de la Californie, qu'ils vont appeler la République de l'ours. Et c'est ce drapeau que vous trouvez encore à l'heure actuelle en Californie comme définissant le territoire de la Californie. Donc c'est une petite rébellion qui va durer très peu de temps. Personne ne sera tué, il y aura pas de sang, ne va pas couler. Le général Fremont, mandaté par les Américains, débarque à ce moment-là, reprend la main, calme tout le monde, et de toute façon, les États-Unis gagnent la guerre en 1848. Ils signent un traité avec le Mexique, et le Mexique doit se retirer de ses territoires. L'empreinte mexicaine, on la découvre toujours dans tous ces territoires du sud-ouest américain, parce que la culture mexicaine, malgré tout, elle est encore très implantée, et puis parce que les Mexicains disent que quelque part, quand ils passent la frontière pour aller aux États-Unis, ils ne font que rentrer chez eux, parce que ce territoire, en fait, leur appartient. Bon, bien sûr, là-dessus, on peut en discuter. Le moment le plus important pour la ville même de San Francisco et son histoire, eh bien, c'est lorsque en 1949, on va découvrir de l'or dans la Sierra Nevada, pas à San Francisco, mais dans les montagnes de la Sierra Nevada. Ça commence avec un monsieur qui s'appelle John Sutter, que vous voyez ici à droite, qui achète une petite concession. Alors lui, c'est un aventurier, il avait déjà fait pas mal de métiers dans sa carrière. Il va acheter une petite concession dans la Sierra Nevada qu'il appelle la New Helvetia, parce qu'il était d'origine suisse, et il embauche des ouvriers pour travailler sur son terrain, et l'un d'eux, qui s'appelait John Marshall, eh bien, va être le premier à trouver dans une des rivières qui traversait cette concession une énorme pépite d'or. Et bien sûr, il ne peut pas garder cela pour lui, monsieur John Marshall. Donc, il en parle à Sutter, qui lui aussi va en parler à d'autres personnes. Bien sûr, ça se répand comme une traînée de poudre à travers tout le continent. Même le président Polk, à l'époque, fait une déclaration officielle en disant qu'on a trouvé de l'or en Californie. Et c'est la fameuse grande ruée vers l'or qui va commencer, où des milliers de personnes vont traverser le continent d'est en ouest pour aller tenter leur chance en Californie. À l'époque, on avait plusieurs façons de voyager. Soit on traversait le continent, soit on passait par le détroit de Magellan au sud de l'Amérique, mais c'était une expédition énorme. Soit on passait à travers le Panama ou le Nicaragua, mais le canal n'existait pas encore, donc c'était aussi une aventure phénoménale. Beaucoup ont opté pour simplement traverser à travers le pays, mais ce qui était quand même aussi une aventure extraordinaire. Cette ruée vers l'or, elle ne va pas durer très longtemps, puisqu'en 1849, elle commence et elle se terminera en 1853. Donc elle est vraiment éclair, cette ruée vers l'or. Elle va attirer énormément de monde en Californie. Elle est à l'origine du peuplement de la Californie et du peuplement de la ville de San Francisco. À l'époque, on a quelques centaines de personnes qui occupent ce qui est donc ce petit lieu-dit de Yerba Buena. Mais à partir du moment où les chercheurs d'or arrivent et que certains d'entre eux vont effectivement faire fortune, où vont-ils mettre leur argent? Eh bien, ils vont la mettre à la Wells Fargo Bank, que vous voyez ici, qui existe toujours de nos jours, qui est donc une des banques les plus importantes de Californie et qui va ouvrir ses bras, bien sûr, aux chercheurs d'or qui viennent placer leur argent. Donc, la ville de San Francisco, c'est à ce moment-là qu'elle passe de quelques centaines de personnes à plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ce, en l'espace même de 3 ans. Donc, la ville vraiment va absolument flamber à ce moment-là.
Donc, l'implantation, en fait, à San Francisco va durer au-delà de la ruée vers l'or, puisque la ville, grâce à son port, va devenir un lieu d'échange, un lieu de commerce qui va continuer, bien sûr, de prospérer. Mais en 1906, alors que la ville est déjà donc une ville à part entière, avec énormément donc d'activités économiques et un certain standing aussi, eh bien en 1906, c'est la date qui va laisser une trace la plus sombre dans l'histoire de San Francisco, puisqu'on a ce qu'on appelle encore à l'heure actuelle le grand tremblement de terre de San Francisco. Il ne faut pas oublier que la ville est quand même située sur la faille de Saint-Andréa. Cette faille de Saint-Andréa, elle longe toute la côte pacifique et un petit peu plus au nord de San Francisco, elle passe à l'intérieur des terres. Et en fait, elle passe dans ce qu'on appelle la vallée de San Joaquin, qui est la vallée centrale de Californie. Mais la ville de San Francisco, elle est en plein sur cette faille. Donc, on dit d'ailleurs tout le temps en ville que plus on s'éloigne du dernier tremblement de terre, plus on se rapproche du prochain. C'est pour vous dire, les gens ont pris l'habitude de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Mais le grand tremblement de terre 1906, il va rester tristement célèbre, puisque ce sont quand même les 4/5 de la ville qui vont être détruits, et que le tremblement de terre a été classé de 8,5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est un tremblement de terre très important, et que l'on va ressentir sur 338 kilomètres, c'est-à-dire une grande partie de toute la Californie du Nord sera touchée par ce tremblement de terre. Mais vous voyez cette photo ici qui vous montre les dégâts causés en ville et surtout la fumée que vous apercevez au fond, parce qu'en réalité, ce qui va détruire la ville, c'est pas tellement le tremblement de terre en lui-même, mais l'incendie qui va suivre le tremblement de terre. Et le tremblement de terre ayant endommagé les bouches d'eau sur lesquelles les pompiers venaient se greffer avec leurs lances, eh bien, quand ils arrivent, eh bien, les bouches d'eau sont endommagées et ils ne peuvent pas donc allumer leur lance à incendie. Et l'incendie va ravager donc une bonne partie de la ville, si bien que, vous voyez cette photo ici qui vous montre la force des flammes. Et à l'époque, toutes les maisons sont construites en bois. Elles sont construites en bois de séquoia. Donc, il suffit d'une étincelle et ça flambe à une rapidité phénoménale. Donc, qu'est-ce que va faire le maire de San Francisco? Voilà une autre photo ici. Eh bien, il va décider de dynamiter une grande avenue qui s'appelle l'avenue Van Ness, que vous voyez ici sur la photo. Il va créer en fait un mur de feu pour contenir l'avancée de l'incendie et protéger ce qui peut encore être protégé de la ville. La ville va brûler pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, les habitants vont s'enfuir et se réfugier à l'extérieur pour observer toute la ville partir en fumée. Très peu de bâtiments vont en réchapper. Voilà ici une photo qui vous montre les bâtiments qui ont réchappé de l'incendie, mais qui ont été touchés par le tremblement de terre. Vous voyez, ce sont des maisons victoriennes qui sont du coup de guingois, puisqu'elles ont été sérieusement ébranlées par le tremblement de terre. Mais après la catastrophe, le maire de San Francisco va réussir à démontrer auprès des assurances que ce qui a ravagé la ville, justement, ce n'est pas le tremblement de terre, mais l'incendie. La ville n'était pas couverte par les assurances pour les tremblements de terre, mais par contre, elle l'était pour les incendies. Donc, devant le fait accompli, eh bien, les assurances vont payer, ce qui va permettre à la municipalité de pouvoir reconstruire en un temps record la ville de San Francisco. Mais une grande partie de ces demeures victoriennes qui font le délice des touristes à l'heure actuelle vont disparaître effectivement à ce moment-là. Donc, voilà ici une vue d'un petit parc qui s'appelle Alamo Square, dans lesquelles on peut contempler justement cet ensemble de maisons victoriennes. Ça fait partie des quelques maisons anciennes qui ont échappé justement à l'incendie. Alors, elles sont traitées, c'est un petit bijou, ces maisons-là. Elles sont repeintes régulièrement, elles sont très entretenues parce que vous avez là l'une des photos les plus classiques et les plus connues de San Francisco. Ces magnifiques maisons au premier plan et puis derrière, la ville moderne, bien sûr, qui va être reconstruite
surtout à partir des années 30, au moment où on va développer donc toute l'industrie militaire, surtout avec la base militaire de San Francisco. Voilà ici quelques autres maisons, vous voyez, qui sont vraiment des demeures cossues, on va dire. Certaines de ces maisons victoriennes peuvent avoir jusqu'à 12 couleurs différentes sur une seule maison. Mais bon, ce qui est très joli, bien sûr, c'est toute la variété des tons pastels que l'on a et l'architecture. L'architecture, elle est très originale parce que ce sont des maisons qui ont très peu de façades, mais qui sont très longues à l'intérieur et qui créent des pièces, en fait, tout en longueur. Donc, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, l'espace est assez exigu à l'intérieur, mais les façades sont absolument magnifiques. Donc voilà une photo aérienne ici qui vous montre justement la ville actuelle et puis les deux grands ponts qui vont faire la renommée de la ville. Celui que vous avez au premier plan, c'est le Bay Bridge qui relie la ville de San Francisco à la ville d'Oakland et celui qui est derrière, eh bien, c'est le fameux Golden Gate qui relie San Francisco à la petite ville de Sausalito, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui se trouve de l'autre côté de la baie. Alors la construction du Golden Gate, en fait, ces deux ponts vont être construits en 1936 à 6 mois d'écart l'un de l'autre. Mais le Golden Gate, c'est vrai que c'est celui qui est devenu vraiment l'emblème de la ville de San Francisco, parce qu'au départ, c'était pas du tout évident de construire un pont à cet endroit-là. Les courants marins et les influences océaniques qui arrivent de l'océan Pacifique rendaient quasiment impossible la construction d'un pont. Et c'est un petit monsieur qui s'appelait Joseph Strauss, qui avait déjà construit d'autres ponts ailleurs dans le monde, qui se lance dans ce projet, qui décide de relever le défi de construire donc un pont avec ces deux tours très importantes qui culminent à 227 mètres au-dessus de la mer et qui vont donc devenir 222, pardon, excusez-moi, et qui vont devenir donc les emblèmes même de la construction de ce pont. Golden Gate, bien sûr, la porte d'or à cause de la ruée vers l'or de la Californie qui a donné naissance à la ville de San Francisco. Donc, c'est une merveille de technologie, ce pont, parce qu'il est fait pour pouvoir résister aux tempêtes qui viennent depuis la côte pacifique. Et donc, il bouge, en fait, ce pont. Alors, il fait 2,8 km de long en comptant les voies d'accès. Et il a cette fameuse couleur rouge qui est... Oh là, j'ai une photo qui n'est pas passée, là, excusez-moi. Je suis rouge, mais pas rouge à ce point-là. Là, il y a un petit problème. Cette fameuse couleur donc rouge du pont, elle a été choisie volontairement et quand on a fini de le repeindre, eh bien, il faut recommencer. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui sont toujours en train de le reconstruire. Ce pont est devenu très célèbre aussi pour la quantité de suicides qui ont eu lieu dès son ouverture, dès son inauguration en 1936. Il est vrai qu'avec plus de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, si vous vous jetez du pont, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Donc, il y a des petits téléphones maintenant tout le long du pont qui sont aménagés pour que les gens puissent en dernière instance appeler du secours. Quant au Bay Bridge, le Bay Bridge, c'est pas du tout la même chose. C'est l'un des plus grands ponts au monde, puisqu'il fait quand même 7 km, mais il triche un petit peu le Bay Bridge, puisqu'en réalité, il relie San Francisco à Oakland, mais il passe par une petite île que vous voyez ici, qui s'appelle Treasure Island, qui était aussi une base militaire, mais qui a fermé. Et donc, le pont est découpé en deux. Par contre, sa particularité, c'est d'avoir une voie qui rentre par le dessus et une voie qui sort par le dessous. Alors, vous vous en souvenez peut-être de ce pont parce qu'en 1989, il y a eu un autre tremblement de terre à San Francisco, assez violent, et les images sont passées dans le monde entier où on voyait la voie du dessus qui s'était écroulée sur la voie du dessous. Donc, ce qui a donné lieu à la fermeture du pont, à des travaux, mais c'était des images qui étaient vraiment très, très impressionnantes. Et donc, ce Bay Bridge n'a pas cette jolie couleur rouge rouille qu'a le Golden Gate, mais c'est aussi une magnifique réalisation architecturale. Donc, dans les années 30-40, la ville explose, se modernise, on construit ces deux ponts. Le port a une activité très importante, même si il va être supplanté plus tard par le pont d'Auckland, par le port d'Auckland, pardon. Et à l'heure actuelle, c'est surtout à Auckland que l'on a tout le trafic commercial qui se déroule. Mais dans les années 70, apparaissent des mouvements de contestation
dont vous avez sûrement entendu parler aussi, qu'on appelle le mouvement beatnik. Dans les différents quartiers de San Francisco et surtout autour de Haight-Ashbury, on va commencer à trouver les hippies qui se revendiquent eux-mêmes des beatniks. Le mouvement de départ, c'est les beatniks qui va devenir ensuite les hippies, avec pas mal de consommation de drogue. On conteste tout l'établissement américain. C'est le Summer of Love, c'est Peace and Love sur la planète. Ce quartier de Haight-Ashbury, il va héberger bon nombre de ces gens qui venaient vivre en communauté justement dans ces maisons, dans ces jolies maisons san-franciscaines. Et à l'époque, on a des magasins, comme vous voyez un petit peu ici, qui ouvrent à ce moment-là. La bourgeoisie de San Francisco de l'époque regarde ça au début d'un air un petit peu amusé, mais quand leurs propres enfants vont commencer à porter les mêmes vêtements que les hippies et à fumer du hashish, ça va beaucoup moins les amuser. En fait, ce mouvement de contestation va prendre beaucoup d'ampleur avec la guerre du Vietnam, et c'est l'université de Berkeley, qui se trouve de l'autre côté de la baie, qui va être vraiment le fer de lance de cette contestation, qui n'aura pas lieu, bien sûr, qu'à San Francisco, mais comme à San Francisco, il y aura le Summer of Love en 1969, eh bien, San Francisco va devenir la ville qui va représenter ces mouvements de contestation politiques, sociaux, économiques, comme on les aura donc pendant toutes les années 70. Maintenant, je ne vous cache pas que Haight-Ashbury a perdu un petit peu de son cachet d'antan. C'est beaucoup de boutiques de souvenirs touristiques, et les quelques hippies qui sont encore présents, ils ont pris un petit peu de l'âge, et puis le loyer est devenu tellement cher à San Francisco que bien sûr que toute cette communauté-là a complètement disparu. Alors, San Francisco, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas une ville plate. Il y a 43 collines dans cette ville. Vous avez une photo ici qui vous montre l'une de ces collines qui peuvent avoir des pentes jusqu'à plus de 20%. Donc, quand on se gare à San Francisco, la mairie oblige les voitures à braquer les roues contre le trottoir pour éviter les accidents. Et les pentes, eh bien, il vaut mieux les appréhender avant sur une carte, parce que quand on doit les gravir à pied, croyez-moi, c'est pas évident du tout. Et la ville de San Francisco va se doter d'un système de transport public très original qui est le fameux cable car. En fait, le cable car, on commence à l'aménager à la fin du 19e, dans les années 1873, mais il y avait à l'époque 9 lignes de cable car, et l'incendie de 1906 va détruire une grande partie de ces lignes. Il n'en reste plus que 3 à l'heure actuelle. Alors ça aussi, c'est devenu la grande attraction touristique, mais les gens de San Francisco utilisent aussi le cable car pour se déplacer, mais c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus fréquenté par les touristes. Et c'est un système très original, puisqu'en fait, il y a un câble qui court à l'intérieur des rails et une pince qui serre le câble, et donc la pince c'est elle qui va entraîner le mouvement du cable car. Donc en fait, le conducteur à l'intérieur ne fait que resserrer ou relâcher la pince pour accélérer ou pour ralentir le cable car. Donc c'est vraiment un système très ingénieux qui permet de gravir justement les pentes de ces collines, parce qu'une fois qu'on accroche, eh bien, c'est le câble qui va tracter. Et par contre, l'inconvénient, comme vous le voyez ici, c'est que le cable car, eh bien, il ne peut circuler que dans un sens. Donc, il ne peut pas, quand il arrive en bout de ligne, on le met sur une plateforme. Vous voyez ici, on le voit, le tracé de la plateforme, et le conducteur pousse à la main le cable car pour qu'il change d'orientation et qu'il puisse repartir dans l'autre sens. Alors ça, c'est une attraction aussi vraiment très rigolote à observer quand on est à San Francisco. Et sur la rue Market et Powell, l'un des rencontres de ces cable cars, vous voyez les gens qui font la queue, il peut y avoir des centaines de personnes qui attendent pour monter à l'intérieur. Et les conducteurs de cable car sont des véritables personnages à eux tout seuls. Donc, c'est vrai que c'est une attraction vraiment très intéressante. Il y a un petit musée du cable car à San Francisco qui vous raconte justement l'essor de cette machinerie et la façon dont elle s'est développée au cours du temps.
L'île d'Alcatraz, c'est aussi une image emblématique de la ville de San Francisco. Elle se trouve dans la baie. Elle est en fait, c'est une île naturelle qui correspond en fait à un promontoire rocheux qui a été érodé au cours du temps. Et l'île d'Alcatraz tient son nom du fait qu'il y avait des pélicans à l'époque sur cette île, c'est-à-dire à l'époque amérindienne. Et on va décider en fait d'en faire une garnison militaire à partir des années 1850 et on va même y incarcérer des Indiens rebelles des guerres indiennes à l'intérieur du pays et ce n'est que en 1934 qu'on va en faire une prison de haute sécurité. Une des plus dures des États-Unis à l'époque, mais surtout une des plus inhumaines, parce qu'elle est très proche de la ville. Quand on est à Alcatraz, on voit très bien les lumières de la ville de San Francisco. Donc, être emprisonné là en ayant toute la vie et toute la ville devant soi, psychologiquement parlant, bien sûr, c'est très fort. Mais les conditions de détention étaient particulièrement difficiles. Quoique, c'était un petit peu vicieux. Par exemple, Alcatraz était la seule prison des États-Unis à avoir de l'eau chaude. De l'eau chaude pour pas que les détenus s'habituent à l'eau froide, au cas où ils auraient envie de s'échapper. Mais on raconte que personne ne s'est jamais échappé d'Alcatraz parce que les courants qui rentrent depuis le Pacifique dans la baie peuvent être extrêmement violents et donc les gens qui essayaient de s'échapper souvent mourraient noyés, qu'il y a des requins qui viennent aussi du Pacifique. Donc la légende dit que personne ne s'est jamais échappé d'Alcatraz. En réalité, on sait qu'il y a trois détenus qui se sont échappés, mais qu'on n'a jamais retrouvés. Ils avaient réussi à sortir d'Alcatraz, ils se sont enfuis sur des petits bateaux gonflables, mais on n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. D'après les études qui ont été faites, on pense que les courants les ont amenés vers le large, qu'ils sont morts noyés et qu'ils ont été pris par ces courants, mais en réalité, on n'en a aucune preuve. Donc, en 1963, on va décider de fermer cette prison, considérée comme étant trop inhumaine et trop dure. Et la prison, elle est restée là depuis. Alors, l'un des personnages les plus célèbres qui y a résidé, c'est Al Capone, bien sûr, qui en est sorti d'ailleurs. Et donc, à l'heure actuelle, on peut visiter Alcatraz et ce sont les bâtiments pénitentiaires des années 60 qu'on retrouve là. Alors, personnellement, c'est pas vraiment très intéressant à visiter parce que c'est un peu délabré quand même, c'est pas tellement bien entretenu. Par contre, faire la navigation autour pour profiter de la vue sur la baie et la vue sur l'île, ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Donc, la ville de San Francisco va se développer au cours du temps. Je vous parlais tout à l'heure des mouvements des années 70 avec le mouvement beatnik et hippie. La ville de San Francisco va s'afficher très vite à travers sa multi-ethnicité. Déjà, à l'époque de la rue vers l'or, on avait des gens qui venaient de partout, qui se sont installés à San Francisco. Donc, on a un brassage ethnique qui est très fort. Et la ville va toujours cultiver cette tolérance vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des gens qui sont différents, vis-à-vis des communautés. Et c'est également donc à San Francisco que la communauté homosexuelle va s'installer dans le quartier qui s'appelle Castro. Donc, vous voyez ici la photo. Et dans les années, pareil, 70-80, eh bien, les mouvements de défense des homosexuels vont prendre beaucoup d'importance à San Francisco. Et c'est là aussi que l'on aura les premiers représentants à la municipalité de la ville qui vont être nommés, comme monsieur Harvey Milk, par exemple, qui va devenir une figure emblématique du mouvement de revendication des homosexuels, qui sera assassiné aux côtés du maire de l'époque sur les marches du Capitole. Et donc, la communauté homosexuelle qui va se ressouder en fait autour de ce drame pour défendre leurs droits. C'est aussi dans les années 80 que la communauté donc homosexuelle de San Francisco va mettre en place la Gay Pride, qui va ensuite être copié et démultiplié dans le monde entier. Et la Gay Pride, croyez-moi, quand vous y assistez, c'est un grand moment. Il y a vraiment qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Même notre Gay Pride à nous ici, elle n'est pas aussi délirante. Et ce sont les lesbiennes qui ouvrent le cortège. Vous le voyez ici avec des énormes motos de Harley Davidson. La ville est complètement paralysée, complètement orientée sur cette Gay Pride. On ne fait rien d'autre que de célébrer la Gay Pride. Et ça donne lieu, voilà, à des déguisements
restaurants et c'est une vraie fête, hein, c'est vraiment une fête à tous les niveaux et pour tout le monde. Tout le monde participe, quelle que soit son orientation sexuelle ou son appartenance à telle ou telle communauté. Et ce côté très ouvert justement sur les gens différents, sur les minorités, bah, ça a aussi un petit côté un peu plus sombre, c'est que la ville de San Francisco est celle qui à l'heure actuelle a le plus de SDF, parce que la ville a toujours accepté que les gens qui n'ont pas de domicile viennent squatter dans des squares justement, dans des parcs, dans la rue. Et quand on marche sur Market Street, qui est l'une des artères plus importantes de San Francisco, on croise bon nombre de ces SDF qui sont, il faut bien l'avouer, assez mal en point. Et ce sont des organisations et des associations locales qui s'occupent de les aider. Mais ça cause quand même beaucoup de problèmes à la ville à l'heure actuelle. Et ça donne une image aussi de San Francisco qui n'est pas toujours extraordinaire. À côté justement du Civic Center, c'est là où vous voyez les petits parcs que l'on a à côté, qui vont héberger justement beaucoup de ces SDF. La mairie de San Francisco, que vous voyez ici, a été détruite aussi en 1906. Donc, on a décidé de reconstruire l'établissement, de reconstruire le bâtiment en 1915 avec une coupole qui est plus haute que celle de Washington et qui fait partie des cinq plus grandes coupoles au monde. On s'est inspiré du dôme des Invalides, mais on voulait surtout rivaliser avec Washington et faire une coupole effectivement qui serait plus haute que la coupole de Washington. Donc elle s'élève à 94 mètres au-dessus du sol, elle est recouverte de feuilles d'or dans la partie supérieure. C'est vrai que le bâtiment est vraiment un bâtiment magnifique. On peut le visiter, on peut rentrer à l'intérieur où il y a une salle et un magnifique escalier en marbre qui reçoit donc les visiteurs. Donc c'est sur les marches justement de cet édifice que sera tué Monsieur Harvey Milk en 1974. Juste à côté se trouve aussi le bâtiment des Nations Unies. En fait, dans ce quartier-là, ce qu'on appelle Civic Center, eh bien, on a plusieurs bâtiments qui datent tous plus ou moins du début du XXe siècle. Et le bâtiment des Nations Unies rend hommage justement à la signature des Nations Unies. J'ai eu un petit... Alors, voilà ici une photo de la partie moderne de San Francisco, ce qu'on appelle le quartier des affaires de la ville, qui va se construire au cours du temps. Et le bâtiment que vous voyez ici devant vous, c'est la Transamerica, qui héberge le siège d'une compagnie d'assurance. Et la Transamerica, elle est devenue l'emblème de la ville de San Francisco. Au départ, les gens ne voulaient pas de cette tour, ne voulait pas de cette construction. Elle a été éminemment critiquée parce qu'elle a ce côté pyramide. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oups. Elle a ce côté pyramide qui ne plaisait pas à tout le monde. Et donc elle n'était pas acceptée au départ. Et maintenant, en fait, elle est devenue l'emblème de la ville. Derrière, vous avez une autre tour ici, qui est la Bank of America, donc qui est une des banques les plus importantes de la ville. C'est là qu'on a tourné la Tour Infernale, par exemple, qui est donc un des bâtiments les plus hauts également de cette ville. À partir de la fin du 19e, une population très importante qui va venir s'installer à San Francisco, eh bien, c'est celle de Chinois. Les Chinois viennent en Californie pour travailler pour la construction du chemin de fer. Et c'est une main-d'œuvre qui, à l'époque, est très recherchée, très appréciée, parce que les Chinois travaillent beaucoup, sont assez complaisants, ne se rebellent pas, ne critiquent pas, acceptent des salaires de misère. Et une fois que le chemin de fer sera terminé, eh bien, beaucoup de ces gens qui étaient venus travailler là vont rester en fait en Californie et vont s'installer à San Francisco. Donc, on a un Chinatown qui va être aménagé à partir de ce moment-là et qui va se développer par la suite, parce qu'il n'y a pas que des gens d'origine chinoise, mais on a aussi des Coréens, on a des Philippins, on a toutes sortes de populations asiatiques qui vont venir se regrouper autour de ce quartier, si bien que maintenant, à San Francisco, on a un quartier japonais, on a un quartier coréen, on a le quartier chinois. En fait, on a plein de petites communautés,
mais qui vivent très bien les unes avec les autres. Même si on a des regroupements par ethnie, eh bien, les gens se sentent avant tout partie prenante de la ville de San Francisco et cohabitent plutôt bien les uns avec les autres, ce qui n'est pas le cas nécessairement à Los Angeles. Voilà la porte d'entrée ici du quartier de Chinatown, qui est surmontée par 2 dragons dans la partie supérieure. Et alors là, c'est vraiment flagrant. Dès qu'on rentre dans le quartier chinois, qu'on passe cette porte, tout de suite, on rentre en Chine. Les magasins sont écrits en chinois, on n'a plus rien d'écrit en anglais. Les gens à l'intérieur ne parlent que très mal l'anglais, voire même pas du tout. On a des familles dans le Chinatown qui n'ont jamais de contact avec le monde extérieur et qui vivent au sein de la communauté chinoise et qui ne parlent même pas l'anglais. Donc Chinatown, c'est vraiment le quartier qui va connaître le plus grand développement à partir du début du 20e. Et à l'heure actuelle, à San Francisco, on a 33% de la population qui est d'origine anglo-saxonne et on a 33% de la population qui est d'origine asiatique. Donc, pour vous dire à quel point la population asiatique a vraiment explosé. Et avec la rétrocession de Hong Kong, eh bien, ça s'est encore accentué, même si beaucoup de gens sont venus plutôt à Vancouver plutôt qu'à San Francisco, on a quand même eu un apport de population asiatique qui a été très important. Et donc, pour vous distinguer justement tous ces petits quartiers qui correspondent à différentes ethnies et différentes nationalités, eh bien, on a aussi le quartier italien. Qu'on appelle North Beach, qui est un joli quartier avec de jolies petites maisons. Alors là, il y a des pizzerias absolument partout, ça pullule de restos italiens, un petit square qui s'appelle Washington Square, qui est très mignon. Vous voyez la tour, la Transamerica au bout de l'avenue Columbus, et regardez l'architecture ici, justement, qui est sont des bâtiments plus récents, mais qui s'inspirent de cette architecture victorienne qui avait fait les beaux jours de la ville de San Francisco. Et toujours dans le quartier de North Beach, eh bien, on a la rue la plus pentue au monde, qu'on appelle Crocodile Street, ou la rue Lombard, qui a, regardez ici, 9 tournants qui relient en fait la voie supérieure à la rue Columbus. Et en fait, cette rue, alors elle est ultra célèbre, elle a été photographiée maintes et maintes fois, elle est fleurie et on ne peut la descendre qu'en voiture ou à pied. Dans les années 80, un bus a essayé de descendre cette rue. Inutile de vous dire qu'il a fallu l'évacuer en hélicoptère parce qu'il est resté bloqué, bien sûr, dès le premier tournant. Donc, cette rue Lombard, voilà une photo ici d'en bas, elle est aussi toujours très joliment fleurie, elle est impeccable, elle est très bien aménagée et elle fait l'orgueil de la population qui habite cet endroit-là. Mais la ville de San Francisco est aussi très connue pour son parc. Toutes les grandes villes américaines ont toujours un espace de verdure très important et c'est le cas du Golden Gate Park dont vous voyez ici une photo aérienne qui s'étend sur 450 hectares, donc c'est très important, qui fait 8 km de longueur. Et ce Golden Gate Park, c'est un peu comme le Golden Gate. Au départ, on ne pensait pas qu'on pourrait créer un parc dans cette zone qui était une zone sablonneuse. Et tous les jardiniers avaient dit on ne peut pas planter des arbres ou des plantes sur ce sol sablonneux. Et en fait, c'est pareil, c'est un monsieur qui s'appelait John McLaurin qui s'est collé au défi et qui a assaini en fait tout ce terrain pour pouvoir commencer à y planter des arbres. Et petit à petit, eh bien, à partir des années 1800 et jusqu'en 1843, eh bien, il a aménagé ce parc en le faisant grandir de plus en plus. Monsieur John McLaurin détestait les statues, donc il ne voulait pas qu'il y ait de statues dans le parc. Et quand il est mort, eh bien, on lui a quand même fait une statue, mais on l'a fait toute petite et on l'a cachée dans un buisson pour qu'elle soit vraiment très retirée pour respecter son vœu. Ce Golden Gate Park, il héberge quelques-uns des plus grands musées de la ville de San Francisco. Et vous avez ici
l'auditorium de San Francisco, c'est une construction qui a échappé au tremblement de terre de 1906. Et ici, donc, vous avez tout un auditorium. Il y a des concerts en été, il y a des spectacles. Il se passe toujours plein de choses. Et un des musées les plus célèbres de la ville, qui est le musée De Young, qui a été entièrement rénové en 2005 et qui est fait d'une architecture, alors vraiment très surprenante. Vous le voyez ici. En fait, on a utilisé du cuivre, du bois, de la pierre, que des éléments naturels pour construire ce bâtiment, mais on a fait des petits trous en fait tout le long de la façade, ce qui donne en fait, quand on est à l'intérieur du bâtiment, l'impression d'avoir une lumière qui filtre comme si elle filtrait à travers un sous-bois, à travers les feuilles des arbres et qui vient éclairer l'intérieur des pièces. Donc, c'est magnifique. La nuit, quand c'est illuminé, c'est ravissant. Vous voyez les escaliers à l'intérieur. En fait, on a un effet de transparence qui est assez extraordinaire. Quand on le voit de jour, on est un petit peu surpris par ce côté cuivre assez dur, mais en fait, quand on est à l'intérieur ou quand on le voit de nuit, vraiment, ce bâtiment prend toute son ampleur. Donc ça, c'est un musée qui héberge un petit peu l'équivalent du Quai Branly de chez nous, c'est-à-dire qu'il y a des expositions consacrées aux différents pays du monde. Et on trouve également aussi à côté le jardin japonais, qui est un endroit absolument charmant, avec des petites pagodes. On a un joli petit salon de thé, un plan d'eau où on peut venir se promener aux alentours. Et en fait, le Golden Gate Park, c'est vraiment le parc pour tout le monde. On peut marcher sur l'herbe, on a des zones de pique-nique qui sont aménagées. Les gens viennent le week-end, ils s'installent, ils utilisent le barbecue. Les gens sont très respectueux et en général, l'endroit est vraiment très, très propre, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde et on peut circuler sans aucun problème. Il y a des pistes cyclables, enfin, c'est vraiment superbement bien aménagé. Le Conservatoire des Fleurs aussi, qui est un très, très bel endroit. Toute la construction que vous voyez ici a été amenée depuis Dublin. Et à l'époque, donc c'était pareil, à la fin du 19e, eh bien, on avait amené en fait le matériel par le détroit de Magellan et en remontant ensuite le long de la côte américaine. Donc toute une expédition pour l'époque. Et là, à côté du Golden Gate Park, mais de l'autre bord de la ville, se trouve le Conservatoire des Arts et des Sciences, qui est un très joli bâtiment aussi de style classique et qui, lui, a été aménagé en 1915 pour célébrer l'exposition Panama Pacifique qui avait lieu à l'époque à San Diego et qui célébrait en fait l'ouverture du canal de Panama. Donc le bâtiment est très joli, le plan d'eau est magnifique, le musée à l'intérieur est un petit peu vieillot, il faut bien l'avouer, mais bon, est toujours très intéressant aussi à visiter. Et puis, le point vraiment de rassemblement de tous les touristes et visiteurs de San Francisco, c'est le port, bien sûr. Je vous disais que San Francisco avait connu son apogée avec son activité commerciale et portuaire, eh bien, en réalité, le port de commerce maintenant, c'est beaucoup plus Auckland et le port de San Francisco est plus un port de plaisance. Et il y a un fameux ponton qui s'appelle le Pier 39, donc le ponton 39, sur lequel sont concentrés tous les magasins touristiques, les restaurants et ainsi de suite. Et on a une très jolie vue au bout du Pier 39 sur l'ensemble de la baie. Vous voyez la photo ici, ce bus que vous apercevez. Ça, c'est une excellente idée qu'a eue la municipalité de San Francisco dans les années 90 de racheter des anciens tramways à toutes les villes de la côte est américaine et de les retaper et de les faire circuler à San Francisco. Donc, on a gardé, regardez le look, hein, la construction même de ces tramways des années 60. On a même gardé les inscriptions d'origine qui donnent l'origine de la ville. Alors, on a des tramways de Minneapolis, d'Indianapolis, de partout. Et on a gardé le charme, si vous voulez, de ces tramways. Maintenant, ils sillonnent toute la ville de San Francisco et ça a vraiment, vraiment beaucoup de cachet. Et sur le port, on va trouver aussi une grande attraction qui est celle des rassemblements des otaries. En fait, c'est les otaries qui sont venues là toutes seules.
On leur a rien demandé. Elles ont investi le lieu. Elles ont trouvé que dans le port, ma foi, on était bien, que les touristes venaient les prendre en photo et que ça leur plaisait beaucoup. À l'origine, en fait, les otaries, on les trouvait un petit peu à l'extérieur de San Francisco, sur un endroit qui s'appelle Cliff House, qui est près de la plage, de l'autre côté du Golden Gate. Et puis, à un moment donné, donc elles ont abandonné cet endroit-là et elles sont venues s'installer au port. Alors, c'est une attraction, bien sûr, si on met à part les cris et l'odeur. Parce que quand on est juste à côté, je peux vous dire qu'avec les effluves de la mer, c'est assez impuissant. Mais la municipalité a décidé de les laisser vivre comme elles voulaient. Et si elles ont élu domicile ici, eh bien, ma foi, on les laisse. Donc, les otaries sont présentes en quantité très importante sur toute la côte californienne. Ah, alors là, je m'excuse, mais j'ai une photo qui n'est pas passée. De l'autre côté du Golden Gate, quand on en a assez du brouillard de San Francisco, on va chercher le soleil de l'autre côté à la ville de Sausalito. Alors, petite parenthèse, ce brouillard de San Francisco que je vous ai évoqué au début, il est causé par le contraste de température entre la vallée centrale de Californie, la vallée de San Joaquin, où pendant l'été, les températures dépassent les 35 degrés, et les courants froids du Pacifique. Et c'est en fait ces deux masses d'air, quand elles se rencontrent au moment les plus chauds de l'année, qui créent le brouillard. Mais le brouillard, il arrive en fait du Pacifique et il s'étend sur la ville en quelques dizaines de minutes. Il a recouvert l'intégralité de la ville et vraiment, c'est vraiment spectaculaire de le voir arriver comme ça aussi vite. Mais les courants marins les courants aériens du moins, font que le brouillard reste vraiment sur San Francisco et qu'il vous suffit de traverser le Golden Gate Bridge, d'aller de l'autre côté pour tomber sur cette jolie ville de Sausalito qui, elle, est tout à fait ensoleillée. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez que les habitations sont en bord de mer. Derrière, il y a la colline. Et la colline, en fait, bloque les influences maritimes. Donc, elle ne bénéficie que de l'espace ensoleillé de l'intérieur des terres. Alors, Sausalito, c'est la ville chic par excellence. Mais dans les années 70, elle a été investie par ces fameux mouvements hippies dont je vous parlais tout à l'heure. Et les hippies ont acheté à ce moment-là des houseboats, c'est-à-dire des maisons, maisons sur l'eau que vous voyez ici, dans lesquelles donc les gens s'étaient installés. Maintenant, ces houseboats se vendent plusieurs millions de dollars. Autant vous dire que les hippies ne sont plus là. Et on a en fait tout un ensemble. Il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. On circule sur des pontons en bois et on accède donc chaque houseboat, vous voyez, à son petit pont qui permet d'y accéder. Alors, elles ont beaucoup de cachets, ces maisons, elles sont très originales, elles sont très belles, mais elles sont très exiguës. Et puis surtout les odeurs aussi, quand la marée baisse, eh bien on a des odeurs pas très agréables qui remontent du fin fond du sol, qui sont vraiment pas toujours très très chouettes, mais elles ont énormément de charme et elles sont très recherchées à l'heure actuelle. Alors elles ne se trouvent pas dans le centre de Sausalito parce que Sausalito est plutôt résidentiel classique, je dirais. Il faut aller un petit peu à l'extérieur de Sausalito pour pouvoir visiter ces maisons, sachant qu'on n'est pas toujours très bien accueillis parce que les habitants de ces maisons n'apprécient pas trop de voir les touristes venir prendre des photos. Et sur cette côte californienne, quand on sort de la ville même de San Francisco, eh bien, l'attraction du lieu, bien sûr, ce sont les séquoias géants de Californie, qui en fait appartiennent à deux espèces de séquoias différents. On a ce qu'on appelle les redwoods, qui sont les séquoias qu'on trouve le long du littoral pacifique, et les séquoias eux-mêmes que l'on trouve à l'intérieur des terres. Et ce sont deux espèces distinctes. L'espèce des séquoias de la côte est moins large, mais plus haute, alors que ceux de l'intérieur des terres ont des diamètres qui peuvent aller jusqu'à 25 mètres et qui, eux, par contre, sont un petit peu moins hauts. Mais ces arbres culminent entre 60 et 70 mètres de hauteur, donc c'est quand même pas rien. Et ils ont été longtemps utilisés, justement, comme je vous disais, pour construire les fameuses maisons en bois de San Francisco. Maintenant, bien sûr, ces géants sont protégés. On n'a plus le droit d'exploiter le bois de séquoia, mais ce sont des arbres, des géants aux pieds d'argile, parce que les racines des séquoias s'étendent
en surface, ne pénètrent pas dans le sol. Ces arbres peuvent vivre plus de 2000 ans, mais en réalité, très peu d'entre eux atteignent cet âge vénérable parce qu'au moindre coup de tonnerre, à la moindre tempête, au moindre coup de vent un peu violent, eh bien, l'arbre s'écroule. Donc, c'est un arbre, en fait, qui est extrêmement fragile. Par contre, il résiste très bien au feu. Vous voyez la photo à droite ici. À l'intérieur du tronc, vous voyez que cette partie a été brûlée par les incendies. La partie extérieure du tronc est très résistante au feu. Et le feu, en fait, c'est un moyen de faire se reproduire ces séquoias parce que le feu va faire sécher les pommes de pin qui vont éclater, qui vont libérer les semences, qui vont tomber sur un tapis de cendres et leur permettre de se reproduire. Donc, que ce soit sur la côte ou à l'intérieur des terres, les rangers organisent des feux contrôlés pour aider à la reproduction de ces séquoias. Et souvent, l'arbre va brûler par l'intérieur, mais l'arbre survit à cet incendie et ça leur permet de se reproduire. Donc maintenant, il n'y en a plus beaucoup de ces séquoias, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils sont protégés. On les trouve à l'extérieur de San Francisco, au parc de Muir Woods. On les trouve dans la Sierra Nevada, au Sequoia National Park ou au parc de Yosemite, mais on n'a plus que quelques petits îlots dans lesquels on peut contempler ces arbres assez spectaculaires. Et justement, le parc de Yosemite, c'est le parc dans lequel se rendent tous les San-Franciscains quand ils ont des vacances, parce qu'on est à 5 heures de route de San Francisco, donc on est dans la Sierra Nevada, et c'est un bol d'air pur quand on veut échapper justement au brouillard de San Francisco. Eh bien, les gens viennent s'aérer au parc de Yosemite, qui est vraiment un parc superbe, un petit peu trop fréquenté malheureusement maintenant, ça pose quand même des problèmes en termes de préservation du parc et de circulation. Ici, cette photo vous montre la rivière qui circule dans le fond de la vallée de Yosemite, qu'on appelle la rivière Merced. Et vous voyez ici les grands monuments du parc de Yosemite, que je vais vous montrer après, qui ont été érodés. Les cascades du parc sont spectaculaires. La cascade de Yosemite Falls, elle culmine à 739 mètres de hauteur, mais elle triche aussi parce qu'en fait, on a 3 cascades avec 3 niveaux différents. Oula, un petit truc qui... Donc 3 niveaux différents, et celle, par exemple, vous voyez ici sur la photo, c'est la cascade supérieure, mais quand on s'approche à pied, celle que l'on voit, c'est la cascade inférieure. Donc, elle n'est pas de 739 mètres d'un seul jet, mais elle se décompose en 3 paliers différents. Donc voilà la photo la plus classique, la plus connue de parc de Yosemite. Vous voyez ici cette vallée en U avec ici ce qu'on appelle le Captain, qui est un des bâtiments rocheux les plus importants. Et si on a une vallée en U, eh bien, ça veut dire que cette vallée, elle a été dessinée à l'ère glaciaire. Et ce sont les glaciers qui sont descendus à l'intérieur de cette vallée et qui ont sculpté cette vallée. Du coup, les pans de murs que l'on voit de chaque côté ici ou de l'autre côté, eh bien, ont été polis lentement, bien sûr, par l'avancée de ces glaciers. Et c'est le granit qui a été mis à nu à ce moment-là. Donc, on va souvent à Yosemite pour faire de l'escalade, des ascensions, parce que là, dans le granit, effectivement, on peut le faire. Mais grimper le Captain, c'est un défi pour les grimpeurs, parce que c'est une des parois les plus difficiles au monde à grimper. Et on est quand même au Captain à 1186 mètres au-dessus du vide. Il y a une autre petite cascade ici sur la photo, elle apparaît pas parce que ça devait être asséché, qui s'appelle Bright Veil, c'est-à-dire le voile de la mariée. Donc ça, c'est pas très original, mais qui est une petite cascade de seulement 180 mètres de hauteur. Donc le parc de Yosemite, en fait, beaucoup de gens viennent faire des randonnées, viennent profiter de la nature, mais quand on y passe comme ça pour visiter, on fait des points de vue, bien sûr, comme ce joli point de vue que vous avez là, et on passe à l'intérieur du fond de la vallée. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de venir faire des randonnées parce que l'espace naturel est extraordinaire. Et on peut y observer des jolies petites marmottes, comme celles que vous voyez ici, ou les écureuils gris, qui sont ceux qui vont justement manger les fameuses pommes de pin dont je vous parlais tout à l'heure pour les séquoias, et qui aident également aussi à la reproduction de ces séquoias. Et voici ici donc pour terminer, eh bien, la fameuse maison bleue.
parce qu'elle existe, cette maison bleue accrochée à la colline que Maxime Le Forestier nous a chantée. Là, on est dans le quartier de Mission, donc à côté de la mission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette maison a vraiment hébergé, Maxime Le Forestier a vraiment habité dans cette maison avec ses amis dans les années 70. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle n'était pas habitée, elle était en vente, mais il y a une petite plaque ici à l'entrée qui indique bien sûr qu'il s'agit bien de la maison que Maxime Le Forestier a rendue célèbre à travers sa chanson. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi faire à San Francisco, il y a de quoi s'occuper, visiter. Je ne vous ai pas non plus parlé des différents musées plus contemporains qu'il y a en ville, mais ça mérite vraiment d'y passer quelques jours pour profiter de ce charme de cette ville si européenne qui a été chantée et louée par tous les poètes et les artistes contemporains. Voilà, je vous remercie à tous. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes parce que là, j'ai eu des sauts d'images. Alors, j'espère que vous avez pu suivre la présentation sans trop de problèmes. Alors, Mélanie doit me mettre les futures conférences qui vont être présentées dans les semaines prochaines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mélanie, je ne sais pas si tu m'entends.